Bonsoir et merci de nous suivre. Les présumés membres de la milice Kamwina Sampou devant les juges de la haute cour militaire ce vendredi à Kinshasa. Cette milice qui a perpétré des crimes dans l'espace kassaïen devra répondre de ces assassinats, particulièrement de deux experts onusiens, Zaïda Catalan et Michael Sharp. À l'audience d'ouverture, le juge président a procédé ce vendredi à l'identification de présumés. Et puis la date du 30 novembre connaîtra plus de 3 marches dans la capitale congolaise, les unes pour soutenir le calendrier électoral et les autres pour réclamer le départ du président Joseph Kabila Kabange. Le RASOP, qui a évité la date du 28 novembre pour ne pas être concentré à la majorité présidentielle, se voit être saturé par l'Unana de Willy Michiki et le mouvement citoyen Café Quinoa, qui eux aussi ont prévu leur marche le 30 novembre à Kinshasa. En dehors de nos frontières, fin du règne officiel de Robert Mugabe ce vendredi 24 novembre 2017, le vice-président zimbabwéen Emerson Mnangagwa a été investi et a prêté serment sur la Constitution. L'ancien allié de Robert Mugabe a promis dans son discours d'indemniser les fermiers blancs expulsés par Robert Mugabe, tout en soulignant que le Zimbabwe ne reviendra pas sur l'ancienne politique rhodésienne. Ouverture procès ministère public contre les membres du mouvement terroriste Kamwina Sampou, branche Kinshasa, ce vendredi 24 novembre à la haute cour militaire. Un procès qui doit élucider le mystère de l'assassinat de deux experts onusiens, mais aussi et surtout de nombreux Congolais abattus de sang-froid dans l'espace kassaïen qui comprend le Kasaï central, d'où était partie la spirale terroriste avant d'atteindre le Kasaï oriental, la Lomami et même le Sankourou. À l'ouverture de l'audience ce vendredi, le juge président a procédé à l'identification de chaque présumé. La plupart des accusés présentés ce jour à la haute cour militaire sont membres du parti UDPS, mais aussi des militaires. Au total, 36 présumés ont été identifiés par le juge président. Vous allez parler à quelle langue? Français. Vous êtes fâché? Non. Soyez à l'aise. Le tribunal vous a salué, vous avez refusé de répondre. Un professeur. Homme politique, vice-président de la Ligue des jeunes UDPS. Ce procès du ministère public contre les membres Kamwina Sampou est peut-être l'heure de la vérité dans l'assassinat et décapitation de la Suédoise Zaïda Catalan et l'Américain Michael Sharp, deux enquêteurs onusiens tombés en mars 2017 dans une embuscade des miliciens Kamwina Sampou. La vidéo de leur décapitation a tout d'une pièce de conviction. Au-delà de ces deux experts des Nations Unies, des fonctionnaires dans les cadres de la territoriale et leurs membres de famille ont subi aussi des affres de cette milice allant jusqu'à des décapitations. Face à tous ces morts, ces femmes violées, des écoles, bâtiments publics et maisons détruites et incendiées, une hécatombe qui a occasionné des déplacements massifs de la population, les Congolais attendent tous l'issue du procès afin que les auteurs de ces crimes au Grand Kasaï payent de leurs actes. La ville de Kinshasa risque de connaître 3 marches ce jeudi 30 novembre 2017. Alors que le RASOP a changé la date de sa marche contre le calendrier électoral et demandé le départ du président Kabila pour éviter une confrontation avec la majorité présidentielle le 28 novembre, 2 autres marches sont annoncées pour le 30 novembre dans la capitale congolaise. Le mouvement citoyen Café Quinoa prévoit aussi une marche pour le 30 novembre afin de soutenir le calendrier électoral. L'Union nationale de nationalistes de Willy Michiki aussi a prévu une marche à cette date. L'Unana pense que le choix du 30 novembre par le RASOP est une provocation car c'est la date de son anniversaire. Willy Michiki demande à ce que le gouverneur de la ville change d'itinéraire de la marche au RASOP car l'Unana partira de l'échangeur de Limete pour chuter au boulevard Triomphal où un meeting aura lieu. Cependant, du côté du RASOP, Augustin Kabouya, porte-parole de l'UDPS, dénonce une manipulation du pouvoir en place et dit que le RASOP ne changera plus de date pour sa marche, advienne que pourra. Le RASOP fera donc porter toute la responsabilité des incidents qui pourront survenir ce jour au pouvoir de Kinshasa en autorisant autant de marches le même jour. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que les jeunes de la CCU, parti politique de Lambert Mende Malanga, organisera aussi une marche à la même date du 30 novembre 2017. Il est lieu de noter que toutes ces marches, que ce soit du 28 ou du 30 novembre, ne sont que des annonces, car toutes ces structures attendent l'autorisation de l'autorité de la ville de Kinshasa.
Le pape François a présidé le jeudi 23 novembre 2017 dans la basilique Saint-Pierre une célébration des prières pour la paix au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo en présence de plusieurs évêques, prêtres et fidèles. Le Saint-Père a demandé au Seigneur d'abattre le mur de l'inimitié entre les hommes, de secourir les femmes congolaises et sud-soudanaises, premières victimes de la guerre, et également de sauver les enfants qui souffrent des conflits auxquels ils sont étrangers et qui leur volent enfance et vie. Il a prié en plus pour les gouvernants et responsables, demandant à Dieu de fortifier en eux un esprit noble, ferme et courageux dans la recherche de la paix par le moyen du dialogue et de la négociation. Par ailleurs, le pape François a béni des statues de la Vierge Marie qui seront amenées au Soudan du Sud et en RDC comme signe concret de fraternité et d'engagement pour la paix, mais aussi de l'aide et de la sollicitude de la Mère des Dieux. Lutte contre l'hépatite en République démocratique du Congo. L'ONG L'Action solidaire de la jeunesse pour le développement communautaire, en partenariat avec l'ASBEL Oui Jeunesse, en fait son cheval de bataille. Lors de l'atelier de restitution du sommet mondial de l'hépatite qui a eu lieu à São Paulo, Brésil, Espérance Cage, présidente de la SOGEDEC, a demandé l'implication du gouvernement central pour sauver la jeunesse africaine qui est atteinte de cette maladie à 67%. Il a été organisé une grande activité au Brésil où tous les pays, le monde entier ont convergé. Il a été demandé qu'aujourd'hui, le gouvernement et la société civile puissent se mettre maintenant sur la même table pour réfléchir comment éliminer ces fléaux des hépatites dans nos communautés. Bien sûr que la RDC a été représentée par la société civile, mais notre gouvernement était absent. Donc nous invitons notre gouvernement à s'engager. Parce que le problème des hépatites, c'est un problème de santé publique et ça guette notre communauté. Nous, les jeunes, nous signalons que déjà en Afrique, nous avons 67% des cas d'infection chez les jeunes. C'est déjà énorme à travers les injections de drogue. Et les jeunes n'ont pas de moyens. Il faut que le gouvernement s'implique parce qu'il y a des partenaires, comme aujourd'hui, nous avons eu des partenaires qui sont dans la salle, mais ils ne savent pas comment intervenir parce que le pays ne dispose pas d'un document d'orientation, aucun plan dans notre pays, ni plan budgétaire, ni plan stratégique, ni plan national, ça n'existe pas. Ce qui freine encore aujourd'hui la lutte dans notre pays. Donc nous insistons, nous demandons avec des pleurs que notre gouvernement puisse s'impliquer totalement en disposant ces documents. Aussi, et mettre en place une coordination, parce que jusque-là, le programme est là, de nom, mais non fonctionnel. Que ce programme soit fonctionnel pour que la lutte soit vraiment une réussite pour notre pays et pour le monde entier. À tous les parties prenantes, donc la société civile, nous invitons encore nos amis de la société civile, tous les pratiquants qui viennent se joindre à SOGEDEC et EPFI pour qu'ensemble nous tenons main dans la main pour lutter et booster, comme nous disons dans notre réseau, les no-hep. Donc pas de discrimination par rapport à ceux qui ont l'hépatite et pas le non-accès au traitement par rapport à tous ceux qui sont malades et le non-accès au dépistage par rapport à toute personne qui veut se faire dépister. Nous brisons les non-accès, que l'accès soit facile et disponible à tout le monde. Pour Patrick Amissi, personne vivante avec hépatite, le sommet organisé au Brésil l'a réconforté. Il demande cependant aux autorités du pays de ne pas faire semblant d'ignorer l'existence de cette maladie, mais de mettre des moyens pour l'éradiquer. C'était un sentiment de joie pour nous, personnes vivant avec les hépatites, et ça nous a réconfortés. Parce que quelque part on se sentait délaissé, mais ça nous a réconforté tout en voyant que si déjà au niveau mondial, les gens commencent à s'intéresser aux hépatites, et c'était un message d'espoir, disant que d'ici là, on va commencer à traiter les hépatites et ça sera une occasion de stopper la mortalité ou les morts dus aux hépatites. Vraiment, d'une manière générale, pour nous, c'était très flattant, c'était très satisfaisant pour nous. Au niveau national, que demandez-vous aux autorités? En fait, au niveau national, nous aurons demandé aux autorités de ne pas faire semblant, parce qu'ils savent que la maladie existe. Et plus ils font semblant, nous, en tant que patients, nous disons que c'est une façon de nous dire d'aller mourir en silence, chose qui n'est pas bien, alors qu'il y a d'autres maladies et auxquelles les autorités s'impliquent.
pourquoi ne pas s'impliquer pour nous aussi, les personnes vivant avec les hépatites? Et là, nous disons que c'est une façon de nous discriminer, c'est une façon de nous stigmatiser davantage. Et nous avons cette conviction que cette fois-ci, les autorités feront quelque chose. Les autorités pouvaient peut-être s'impliquer dans la lutte contre les hépatites pour nous donner un souffle, un bouée de soulagement. Notez qu'une hépatite est une inflammation du foie. Elle peut être aiguë ou chronique. Elle est causée par un virus, mais plus souvent par l'alcoolisme ou l'intoxication par un médicament. Et l'ASBEL Wijeunesse, avec l'ONG Assogedec, s'implique dans sa lutte depuis 2012, utilisant la sensibilisation et la conscientisation de la population sur cette maladie. À l'heure actuelle, la République démocratique du Congo dispose de 26% des personnes vivant avec les hépatites, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. L'ancien vice-président zimbabwéen a officiellement été investi président ce vendredi 24 novembre à Harare afin d'assurer la transition après 37 ans de règne de Robert Mugabe. Emmerson Mnangagwa, âgé de 75 ans, avait été désigné par le parti au pouvoir, la ZANU-PF. Il prend les commandes d'un pays ruiné 3 jours après la démission historique du plus vieux dirigeant en exercice de la planète, 93 ans, poussé vers la sortie par son armée, son parti et la rue. Dans le plus grand stade de la capitale Harare, devant plusieurs dizaines de milliers de personnes, Emmerson Mnangagwa a promis d'être loyal et de respecter la constitution zimbabwéenne. Emmerson Mnangagwa est formel, le Zimbabwe ne reviendra pas sur l'ancienne politique rhodésienne, mais il promet d'indemniser les fermiers blancs expulsés par son prédécesseur. La confiance. Il faut prendre ses responsabilités, être à la hauteur de ses responsabilités. Les valeurs de l'unité et de la paix que nous chérissons tous sont les bases, les fondations de notre développement futur. Autre mesure d'urgence pour sortir le Zimbabwe de la crise, Emmerson Mnangagwa promet l'ouverture de son pays à la communauté internationale, la protection des investissements étrangers, mais aussi la mise au travail de Zimbabwéens. Le nouveau homme fort du Zimbabwe a aussi promis la création d'emplois et la lutte contre la corruption. Quant à Robert Mugabe, absent de cette investiture, il ne sera pas inquiété et bénéficiera d'une retraite confortable. Pas d'exil pour Mugabe, son salaire a été négocié, mais aussi d'autres avantages, notamment des billets d'avion gratuits pour aller se faire soigner, mais aussi pour visiter sa famille et ses différentes propriétés. Il n'y aura aucune poursuite judiciaire pour Robert Mugabe, mais le sort de l'ex-première dame Grace Mugabe est toujours incertain. Arrivé le jeudi dernier à Pretoria en Afrique du Sud, le tout-puissant Mazembe sera reçu par le club local de SuperSport United pour le compte de la finale retour de la Coupe de la Confédération africaine. Le match retour va se jouer le samedi 25 novembre 2017 au Lucas Moripe Stadium. Le TP Mazembe a un léger avantage compte tenu de sa victoire au match aller à Lubumbashi par la marque de 2-1. Devant la presse, Pamphile Miayo, entraîneur de Corbeau, a affirmé que son équipe allait se battre jusqu'au bout pour arriver à conserver les titres acquis la saison passée. Il invite cependant le public mazembien et congolais en général à continuer d'espérer et à prier pour que la coupe de la 14e édition soit raflée par les TP Mazembe pour enrichir son palmarès africain. En outre, il s'est signalé que la sélection RD congolaise de football a reculé d'une place dans le classement mondial de la FIFA publié le 23 novembre 2017. La RDC a par contre maintenu sa 4e place sur le continent africain. Cette descente se justifie certainement par sa non-qualification à la Coupe du Monde Russie 2018, car pour établir ce classement, la FIFA a tenu compte des résultats de ses éliminatoires. La RDC, qui a été classée 35e mondiale au mois d'octobre, se retrouve aujourd'hui 36e. Mesdames, Messieurs, place au rappel de titre. Les présumés membres de la milice Kamwina Nsapu devant les juges de la haute cour militaire ce vendredi à Kinshasa. Cette milice qui a perpétré des crimes dans l'espace kassaïen devra répondre de ces assassinats, particulièrement de 2 experts onusiens, Zaïla Catalan et Michael Sharp. À l'audience d'ouverture, le juge président a procédé ce vendredi à l'identification de présumés. Et puis la date du 30 novembre connaîtra plus de 3 marches dans la capitale congolaise, les unes pour soutenir le calendrier électoral et les autres pour
pour réclamer le départ du président Joseph Kabila Kabange. Le RASOP, qui a évité la date du 28 novembre pour ne pas être confronté à la majorité présidentielle, se voit être saturé par l'Unana de Willy Michiki et le mouvement citoyen Café Quinoa, qui eux aussi ont prévu leur marche le 30 novembre à Kinshasa. En dehors de nos frontières, fin du règne officiel de Robert Mugabe ce vendredi 24 novembre 2017, le vice-président zimbabwéen Emerson Mnangagwa a été investi et a prêté serment sur la Constitution. L'ancien allié de Robert Mugabe a promis dans son discours d'indemniser les fermiers blancs expulsés par Robert Mugabe, tout en soulignant que le Zimbabwe ne reviendra pas sur l'ancienne politique rhodésienne. C'en est fini pour cette édition d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bon vendredi à tous, mesdames, messieurs, merci de suivre cette revue de presse de journaux paris en ligne sur BSC TV. Commençons avec Forum 2As qui titre à sa une avec le procès qui s'ouvre ce vendredi à la haute cour militaire, assassinat des désespérés onusiens, l'heure de la vérité a sonné. C'est les débuts de l'épilogue judiciaire dans le dossier Kamina Sampou. Il s'ouvre en effet ce vendredi 24 novembre à la haute cour militaire à Kinshasa, les procès des présumés porte-étendards de la milice qui a perpétré quantité de crimes dans l'espace kassaïen et même rapporte-t-on à Kinshasa. Dès l'avis de nombreux observateurs, ce procès sera notamment l'occasion d'élucider le mystère de l'assassinat de désespérés onusiens, en l'occurrence les Suédois Zaida Catalan et l'Américain Michael Sharp. C'est des enquêteurs de l'ONU qui, selon toute vraisemblance, étaient tombés en mars 2017 dans une embuscade des miliciens Kamina Sampou. À ce sujet, la vidéo montrant la décapitation des Catalans et Sharp a tout d'une pièce à conviction. Au regard de cet odieux assassinat, il ne saura faire l'ombre d'un doute que le modus operandi est celui des terroristes. Poursuivons cette revue de presse avec les sites internet du groupe BSC qui note en grand titre le RASOP limité entre marche pacifique et violence. L'objet avancé par le RASOP limité pour sa marche tend à énerver la Constitution en ce qu'il s'agit clairement d'un appel à la commission d'un acte contraire à cette Constitution. En effet, appelé à la fin du mandat d'un chef d'État, mandat couvert par les dispositions de la loi fondamentale, ne serait pas autrement qu'à suggérer la violence de la Constitution. André Kimbuta Yango, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, n'a pas encore donné suite aux lettres d'invitation de la majorité et du RASOP limité en vue de manifestations publiques qu'il projette. L'une soutient le calendrier électoral et l'autre pour la fin du mandat du président Kabila au 31 décembre et l'instauration d'une transition sans lui. Kimbuta est ici mise à l'épreuve face à la demande pressante en interne comme à l'extérieur pour la levée de la mesure suspendant les manifestations publiques. Une demande parfois posée comme mesure de décrispation politique et condition à la contribution pour la bonne mise en œuvre du calendrier électoral. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio onusienne qui écrit RDC, les centres préconisent une table ronde pour bien préparer les élections. La plateforme politique Les Centres appelle à la convocation d'une table ronde en vue de réussir le processus électoral en cours en RDC et sortir le pays de la crise. Dans une déclaration rendue publique jeudi 23 novembre, ce regroupement politique soutient que l'organisation d'une table ronde permettra à la classe politique de renforcer le compromis politique nécessaire aux élections apaisées. Cela se passera par la définition des manières consensuelles durant cette table ronde des mécanismes de participation de toutes les parties prenantes impliquées au financement et des suivis de processus électoral, souligne la déclaration signée par les présidents de cette organisation politique, Germain Kambinga. Le parti politique membre de la plateforme Le Centre appelle donc à l'apaisement et à la ressaisissement des uns et des autres en vue de privilégier l'intérêt de la nation congolaise. Ce regroupement politique promet par ailleurs d'être vigilant sur la mise en œuvre du calendrier électoral proposé récemment par la CENI et de veiller à ce que les différents intervenants remplissent leur mission à temps et de manière satisfaisante. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Congo Panorama
votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. En politique, Congo Panorama vous propose une gamme de sujets variés, notamment le dossier CENI et élections avec les tournées des Corneilles Nangaa dans le Congo profond et les évaluations du processus électoral. La politique, c'est aussi la conférence des Kananga où Kabila a scellé la réconciliation au Grand Kasaï ou encore le procès en cours au Kasaï. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FARDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En développement, Congo Panorama a suivi l'inspection de route par l'office de route, le renforcement de capacité à la CGT ou encore les bilans à l'OVD. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste revisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kasaï. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat, le nouveau port, l'usine d'engrais chimiques, la cimenterie, mais aussi de travaux de voirie. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Mbadou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé, ceci pour avoir, en période de marasme multisectoriel, engagé sa province sur la voie du développement à la lumière de la vision de modernité du chef de l'État. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.